بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous allons faire aujourd'hui la leçon 7 du chapitre 7 sur les intégrales curviligne. Donc nous allons voir d'autres propriétés de l'intégrale curviligne avec des exercices. Bon, avant de commencer notre leçon aujourd'hui, donc nous allons faire un petit récapitulatif. Donc, tout ce qu'on a fait avant. Donc, je vous rappelle que on a fait dans le paragraphe 1, donc le travail d'une force. Dans le paragraphe 2, les courbes paramétrées dans le plan. Dans le paragraphe 3, on a introduit la notion de champ de vecteur et on a défini c'est quoi l'intégrale curviligne. Dans le paragraphe 4, donc on a vu donc, les courbes simples fermées. Donc, et leurs propriétés. Dans le paragraphe 5, donc on a vu donc, la notion de champ de vecteur dérivant d'un potentiel. Dans le paragraphe 6, donc, on a vu quelques notions. Dans le paragraphe, donc dans le dernier paragraphe qu'on a fait la formule de Green. Donc la formule de Green. Aujourd'hui, donc, on va voir d'autres propriétés de l'intégrale curviligne. On va faire quelques exercices. Voilà. Donc on va commencer par un théorème, donc théorème 5. Soit gamma, donc une application de AB dans R2, une courbe fermée, donc simple même, on peut la prendre simple, ça fait rien, de classe C1, c'est-à-dire qu'elle est donc dérivable et sa dérivée est continue. Et F, je prends un champ de vectoriel de classe C1 dérivant d'un potentiel petit f. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors l'intégrale curviligne de F sur le chemin gamma est égal à 0. Donc ceci est facile à démontrer, donc la preuve de ce théorème. Donc nous avons donc ici, nous avons F, donc nous avons F, gamma, dans R2, il est fermé. Donc, ça veut dire que gamma de A est égal à gamma de B. Notre champ vectoriel grand F, puisqu'il dérive d'un potentiel, donc il existe donc du potentiel F, donc nous avons grand F est égal à gradient de F. Gradient de F. Et nous avons démontré avant que si F, il dérive d'un champ potentiel, du champ potentiel F, alors nous avons démontré que l'intégrale, donc ceci implique que l'intégrale sur gamma F ds, on l'a démontré ça, l'intégrale curviligne de F, elle ne dépend que du point A, c'est-à-dire gamma A, et point gamma B est égal à, donc F de gamma B moins F de gamma A. Puisque vous avez ici gamma A égale gamma B, donc vous avez F de gamma B est égal à F de gamma A. Bien sûr, donc ceci m'implique que, donc l'intégrale, donc ceci m'implique que l'intégrale gamma F ds est égal à 0. Parce que vous avez gamma B, voilà, puisque le chemin ici, donc la courbe gamma est fermée, donc vous avez gamma B égale gamma A. Donc les images, elles sont aussi égales, donc vous avez l'intégrale de gamma f ds est égale à 0. Ben maintenant, on se propose, donc, est-ce que la réciproque de ce théorème est vraie? Est-ce que la réciproque de ce théorème est vraie? Donc c'est le but du théorème 6. Est-ce que si vous avez donc un champ vectoriel f tel que l'intégrale sur toute courbe fermée, elle est égale à 0, est-ce que vous pouvez donc dire que ce champ va dériver d'un potentiel petit f? Est-ce qu'il existe une fonction f telle que grand F égale gradient de petit f? Donc, c'est-à-dire que je vais me poser le problème suivant, donc théorème 6. Donc, on va, donc, théorème 6. Et bien, la réciproque, elle est vraie aussi. Donc, on va voir que la réciproque de ce théorème, elle est aussi, donc, vraie.
Bon, maintenant, voyons la réciproque du théorème qu'on avait juste avant. Donc, qu'est-ce on prend? Donc, soit D, N ouvert, donc D, contenu dans R2, N ouvert. Et je prends grand F, donc grand F, un champ vectoriel, donc 2D, dans R2, tel que, je considère que grand F est de classe C1. Il appartient à la classe C1. Donc je rappelle encore une fois, le champ il appartient à la classe C1, ça veut dire que les composantes F donc, est égal à PQ, P est de classe C1 et Q est de classe C1. P de classe C1, ça veut dire que les dérivées partielles de P par rapport à X et par rapport à Y existent et elles sont continues dans l'ensemble D. Donc, tel que, donc j'ai un champ donc, vectoriel de classe C1, tel que, donc l'intégrale, c'est le contraire. L'intégrale justement, grand F ds est égal à 0 pour toute courbe. Pour toute courbe fermée, gamma, contenu dans lorsque je dis pour toute courbe gamma contenu, ça veut dire que son support, gamma de AB, ça veut dire l'image gamma de AB contenue dans D. Voilà, donc c'est l'hypothèse. Alors, il existe F, donc appartenant, donc F ici, F est défini de D dans R, F de classe C1 de D, tel que grand F est égal à gradient de F. C'est-à-dire que notre champ F dérive d'un potentiel, du potentiel F. Donc c'est ça la condition. Donc je peux dessiner donc notre domaine ici, voilà, le domaine ici D, ensemble D ouvert ici. Donc si vous prenez, donc il faut n'importe quelle courbe ici, gamma, contenue dans D, il faut donc si l'intégrale sur toute courbe fermée curviligne de grand F ds est égale à 0, alors donc il existe une fonction scalaire f telle que grand F est égal gradient de f. C'est-à-dire notre champ dérive d'un potentiel. Il dérive d'un potentiel. Bon, quelle est l'utilité de ce théorème? Ce théorème, il est surtout donc utile pour démontrer qu'un champ vectoriel ne dérive pas d'un potentiel. Ça, il n'existe aucun champ scalaire f tel que grand F égale gradient de f. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Il suffit de trouver dans D, notre domaine D, une courbe fermée telle que l'intégrale est différente de... donc, bon, maintenant, on va résoudre, je propose l'exercice numéro 3. Donc, soit D, l'ensemble des xy, tel que x2 plus y2, strictement inférieur à 4, moins le point 0, 0. Bon, vous voyez bien que D ici, c'est l'intérieur du disque de centre 0, 0, 0, 0 et de rayon 2. C'est le schéma que j'ai mis ici. Mais le disque, on lui enlève le point 0, 0. Bon, je vais le dessiner encore une autre fois, donc si vous permettez. Donc, je vais le dessiner une autre fois. Donc, ici, je considère l'ensemble D. Donc, c'est l'intérieur du cercle
c'est l'intérieur ou le dakhel du cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. Mais je lui enlève le point, le centre nahé. Donc le centre 0, 0, on a ici, donc, on a ici 0, 0, le point 0, 0, 0, 0 n'appartient pas, il n'appartient pas au domaine D. Voilà. Alors l'ensemble D interne. Bon, on nous donne soit F, donc un champ vectoriel PQ, défini de D dans R2, défini par F de XY est égal à moins Y divisé par X2 plus Y2, et X divisé par X2 plus Y. On voit bien ici que la fonction P de XY, c'est la fonction moins Y divisé par X2 plus Y2, et la fonction Q de XY est égale à X divisé par X2 plus Y2. Et on considère ici donc la courbe gamma et le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Donc, c'est l'application de 0 juste à 2 qui a gamma t fait correspondre x de t, y avec x de t cosinus t, et y de t est égal à sinus t. Donc ici, on nous donne trois questions en fait. Démontrer que le champ f appartient à C1 de D. 2. Calculer l'intégrale de f sur gamma. Je vous rappelle que f ds est égal à 0 jusqu'à 2pi, p de x t, x' de t, plus q de xt, yt multiplié par y' de t. Que peut-on conclure? Donc on a une conclusion ici à faire sortir donc pour avoir donc ce résultat. Bon, on commence la solution de cet exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici, donc on va calculer, on a ici, donc puisque vous avez ici x de t est égal à cosinus t, donc nécessairement, ceci est un peu x' de t est égal à moins sinus t. Vous avez y de t est égal à sinus t. Ceci implique que y' de t est égal à la dérivée de sinus et cosinus t. Par conséquent, donc nous avons ici, donc on va calculer P, donc on va calculer cette quantité-là, P de xt, yt multiplié par x' de t, et Q de xt, yt multiplié par y'. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fonction P? P, elle prend, regardez bien comment elle fait la fonction P. P, donc, elle prend la première variable, c'est la deuxième variable, P. P de xy est égal à moins y divisé par x2 plus y2. Donc, elle prend la deuxième variable, donc moins la deuxième variable, divisé par le carré, la somme carré. Q, elle prend la première variable, dans xy, et donc, divise par x2 plus y2. Bon, remarquons d'abord que, ici, nous avons x de t au carré plus y de t au carré est égal à, donc vous avez cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1. Donc pour tout t, vous avez donc la somme des carrés est égale à 1. Donc le dénominateur ici, donc dans l'expression de... Donc par conséquent, on obtient... Bon, ce sont les premiers calculs qu'on fait. Bon, la deuxième des choses, c'est que bon, ce calcul étant fait, donc on va répondre à la première question. On nous dit donc démontrer que le champ grand F appartient à C1 de D. Bon, nous avons P ici de xy est égal à moins y divisé par x2 plus y2. Et Q de xy est égal à x divisé par x2 plus y2. Bon, vous avez ici donc une fraction, ce sont deux fractions rationnelles. Donc une fraction rationnelle, elle appartient à C infini pour tous les points xy tels que le dénominateur ne s'annule pas. Donc ici nous avons x2 plus y2 est égal à 0. Ceci ici équivalent dit que x est égal à y est égal à 0. Le seul point qui annule ici le dénominateur, c'est le point 0, 0. Or,
notre point 0, 0 n'appartient pas justement, n'appartient pas à D. Donc ceci implique que, donc, Q, il appartient à C1 de D. En vérité, il appartient même à C1 de R2 moins 0, 0. Donc ici, il appartient à C1 de D. Et P, donc P aussi, il appartient à C1 de D. Donc ici, cela implique que le champ F, qui est égal à PQ, lui aussi, il appartient à C1 de D. Voilà. Donc ça, c'est la première question. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est le calcul de l'intégrale. Donc, pardon. Bon, donc nous allons passer à la deuxième question. Donc ici, nous sommes la question numéro 2. Donc c'est le calcul de l'intégrale, donc l'intégrale curviligne. Donc c'est l'intégrale gamma f du champ f ds. Donc nous avons dit que cette intégrale-là, gamma f ds, par définition, c'est quoi? Elle est égale à, donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. Donc c'est, je vais essayer, comme ça il nous laisse un peu d'épaisse, gamma ici. Donc c'est P de xt yt, voilà, multiplié par x' de t, plus q, donc je l'applique au point xt yt, multiplié par y' de t, donc dt, le tout, dt. Voilà donc l'expression de l'intégrale, donc gamma f ds. Donc je vais calculer chaque terme. Donc on va calculer d'abord, donc, P, à quoi est égal P? Je l'applique au point xt, yt, donc multiplié par x' t. Est égal à quoi cette fonction? Donc cette expression. Donc on a dit que ceci est égal à, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc est égal à moins, donc en vérité, donc parce que est égal à moins y de t, divisé par au carré plus y de t au carré. Ceci est égal à, donc multiplié bien sûr, multiplié ici par x' de t. Ceci est égal à, donc je vous rappelle que x de t, donc on remplace ici, donc on a ici x de t est égal à cosinus t, x' de t est égal à moins sinus t, y de t est égal à sinus t, donc y' de t est égal à cosinus t. Et on remplace. Donc ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc je remplace, est égal à, donc moins y de t, moins y de t, c'est-à-dire moins sinus t. Moins sinus t, multiplié par, divisé par, multiplié par x' de t. X' de t, c'est-à-dire moins sinus t. Donc encore, multiplié par moins sinus, pardon ici, moins, divisé par, donc ici, sinus carré t, plus cosinus carré t. Et ceci, vous voyez bien, donc ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, à sinus carré
sinus carré t. Parce que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, moins sinus multiplié par moins sinus, c'est sinus carré t. Maintenant, c'est égal q de xt, donc yt, multiplié par y'. Maintenant, on a y' de t, de t. Ceci, c'est la même chose, est égal à, donc est égal à x, c'est égal à x de t, divisé la même chose, divisé par x de t au carré plus y de t au carré, multiplié par ici, multiplié par y' de t. Je remplace maintenant. X de t, c'est cosinus t. Pardon. Voilà, c'est cosinus t. C'est cosinus t. Cosinus t. Multiplié par y' de t maintenant. C'est la même chose, c'est cosinus t aussi. Divisé par la même chose. Cosinus carré t plus sinus carré t. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, cosinus carré t. Par conséquent, vous remarquez bien que, donc, P, donc, ceci implique que P de xt, yt, multiplié par x' de t, plus q de xt, yt, multiplié par y' de t, est égal à, donc vous voyez bien que ceci est égal à, donc est égal à sinus carré t plus cosinus carré t, est égal à sinus carré t plus cosinus carré t, qui est égal à 1. Donc ceci est égal à 1. Donc l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale sur gamma f ds est égal à, donc à 0 jusqu'à 2pi, puisque toute cette fonction-là, elle est égale à 1, donc dt. Et vous remarquez bien, donc ceci est égal à, donc t entre 0 et 2pi, et ceci est égal à 2pi. Ceci est égal à 2pi. Voilà le résultat, le calcul de cette intégrale. Donc maintenant, on va passer rapidement, à la troisième question. La troisième question, que peut-on conclure? Donc, qu'est-ce qu'on a? Le théorème. Donc, on a déjà fait un théorème. Donc, troisième question. Conclusion. Dans le théorème, on a dit, la chose suivante. On a dit que f, un champ f, appartenant à C1 de D, donc dérive d'un potentiel f. Ceci m'implique que l'intégrale sur gamma grand F ds est à 0 pour tout, quel que soit gamma, tel que gamma de AB, c'est-à-dire le support de gamma, soit contenu dans D. Pour toute courbe fermée contenue dans D, si mon champ vectoriel f donc dérive d'un potentiel, alors cette intégrale est nulle. Vous avez ici P, la proposition P implique la proposition Q. Qu'est-ce que nous avons trouvé dans la deuxième question? On a trouvé non Q. On a trouvé il existe gamma tel que gamma de 0,2 pi est contenu dans D. On a aussi donc grand F, donc qui appartient, donc grand F il appartient à C1
AC1 de D. Et l'intégrale sur gamma grand F ds est différent de 0. C'est-à-dire on a non Q. Non Q implique non P. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque F appartient à CD, à C1 de D, non P, F ne dérive pas d'un potentiel. F ne dérive pas d'un potentiel. C'est-à-dire, il n'existe aucune fonction scalaire F définie de D dans R. Donc F tel que F appartenant à C1 de D. Et elle verrait donc grand F égale gradient de le champ grand F est gradient de F. Voilà la conclusion. Qu'on peut tirer de cette étude. Bon, maintenant, on va voir un autre théorème qui va nous donner une autre condition d'un champ donc, qui dérive, une condition nécessaire pour qu'un champ dérive d'un potentiel. Donc, soit F, soit D, on va l'écrire en noir. Donc, soit D. Donc, un ouvert, un sous-ensemble de R2 ouvert, point connexe, et F, grand F, un champ, F égale PQ, donc un champ vectoriel, donc tel que grand F, donc il appartient à la classe C1D. Il appartient à la classe. On suppose que grand F, le champ grand F, dérive d'un potentiel. F. Alors, donc la conclusion, alors, on a dérampé sur des rangs Y est égal à des rangs Q sur des rangs sur, donc ici sur, on peut l'écrire ici donc sur l'ensemble D. C'est-à-dire en d'autres termes ici, c'est-à-dire, quel que soit xy appartenant à D, on a ici des rangs Q par rapport à x, moins des rangs P sur y, au point xy est égal à 0. Et c'est quoi ça? Ceci c'est quoi? Ou encore. Donc rotationnel, donc le rotationnel de F. Donc il est nul, est égal à 0 dans D. Donc c'est-à-dire si un champ dérive, d'un potentiel, alors son rotationnel est égal à 0. Son rotationnel est nul. Voilà, donc c'est le théorème 7. Bon, est-ce que la réciproque de ce théorème
Donc on va poser un problème. On va en poser un problème. Problème. Est-ce que la réciproque du théorème, donc le théorème, c'est le théorème 7 du théorème 7, la réciproque du théorème 7 est-elle vraie? C'est quoi la réciproque du théorème 7? C'est-à-dire, si un champ grand F appartient à un 2D, D ouvert, au même connexe, au même ouvert au même connexe, tel que, on a ici donc C, donc D ouvert, grand F est égal à PQ, tel que, donc P et Q vérifient, donc tel que, quel que soit, donc quel que soit XY appartenant à, quel que soit XY appartenant à D, on a des rangs Q, des rangs P, allez, des rangs P sur, c'est le rotationnel, donc des rangs P sur des rangs Y, des rangs P sur des rangs Y, donc au point XY, est égal à des rangs Q, X au point XY. Ou de façon équivalente, c'est-à-dire rotationnelle de F est égal à 0 dans D. Donc c'est ça comme hypothèse. Est-ce que ceci implique, c'est-à-dire si on a ça, si, alors, grand F, le champ grand F, dérive d'un potentiel. Dérive d'un potentiel. C'est ça la réciproque. Si on a, donc, je répète, si on a donc un ensemble ouvert, et donc on a notre champ, il vérifie donc cette condition, est-ce que ceci implique que F dérive d'un potentiel? Donc c'est ça la réciproque du théorème 7. Et ben la réponse, on va la voir tout à l'heure. Donc on va donner d'abord un exercice, rapidement, et après, donc on va faire une conclusion tout seul. Donc on va faire une conclusion tout seul. Donc on va donner un exercice, on va le résoudre rapidement. Bon, la réponse est non. La réponse est non, déjà. La réciproque, donc, on peut avoir un champ scalaire, un champ vectoriel, tel que f appartient à C1 de D, Dn ouvert. Donc tel que pour tout xy appartenant à D, on a cette égalité, c'est-à-dire le rationnel est égal à 0. Malgré cela, f ne dérive pas d'un potentiel. Donc la réponse, la réciproque du théorème 7 est fausse. Nous allons le voir à travers un exercice. On va le voir, on va donner un contre-exemple à travers un exercice. Et après, donc on va donner, donc qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le théorème 7 pour la réciproque devient vraie. Voilà. Bon, donc on va répondre à ce problème, donc ce problème qu'on a posé. Donc, est-ce que la réciproque du théorème 7 est-elle vraie? C'est-à-dire, si on a un champ qui appartient à C1 de D et il vérifie, donc rotationnel de F est égal à 0, est-ce que on peut dire que F, c'est une question ça, est-ce que F dérive d'un potentiel? Donc, je vais répondre à ce problème. Donc, voilà, donc la réciproque, là, on va répondre la réciproque du théorème allez, du théorème 7 est fausse.
est fausse. La réciproque du théorème 7 est fausse. Donc nous allons donner un contre-exemple pour démontrer qu'une propriété est fausse. Donc nous allons donc donner un contre-exemple à... Donc le contre-exemple, donc... Allez, on va donner un contre-exemple. Contre-exemple. Quel est ce contre-exemple? Donc, le contre-exemple est simple. C'est exactement l'exemple qu'on a donné. Donc, on considère un champ F. Donc, on considère ici D. D est égal à l'ensemble des xy tels que x2 plus y2 strictement inférieur à 4. Et je lui enlève le point 0, 0. Donc je lui enlève le point 0, 0. On appelle ça le disque ouvert pointé de centre 0, 0 et de rayon 2. Et je considère, je prends ici le champ grand F de xy est égal à, donc c'est le champ que j'ai donné tout à l'heure, est égal à, donc PQ, avec ici P de xy, P de y est égal à, donc à moins y divisé par x2 plus y2, et q de xy est égal à, donc x divisé par x2 plus y2. Bon, on a démontré que on a, donc ici on a, donc le champ F, on a P, appartient à C1 de D, et Q appartient à C1 de D. Et on a démontré que ce champ-là, son grand F, ne dérive pas d'un ça c'est l'objet, donc ici voir exercice 3. Donc c'est l'exercice, c'est l'objet de l'exercice 3. Pour montrer cela, donc on a trouvé une courbe fermée, donc le cercle de centre 1 et de rayon 1, donc tel que l'intégrale sur cette courbe est différente. On a trouvé que c'est égal à 2π, donc elle est différente de 0. Parce que si ce champ-là, F, dérive d'un potentiel, alors l'intégrale pour toute courbe fermée contenue dans D, donc elle serait égale à 0. Or, nous, on a trouvé justement une courbe telle que l'intégrale sur cette courbe est différente de ce champ F est égal à 0. Est différente de 0, est égal à 2π. Donc ce champ-là, F, défini de cette façon-là, il ne dérive pas d'un potentiel. Il n'existe aucune fonction F appartenant à la classe C1 de D telle que grand F est égal à gradient de petit f. Donc impossible, ça n'existe pas. Bon, est-ce que maintenant, est-ce que F vérifie donc d rang P sur d rang Y est égal à d rang Q sur d rang X. Faisons les calculs. Donc on va calculer d rang P sur d rang Y. Donc on va calculer, donc on peut faire le calcul. Calculons maintenant d rang P sur d rang Y. On va calculer d rang P sur d rang Y en un point XY quelconque. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc ici, donc je vous rappelle que P de XY, donc P de XY est égal à, donc ici moins Y divisé par X2 plus Y2. Donc c'est une fraction rationnelle, donc ceci est égal à, donc je la dérive par rapport à Y. Donc est égal à donc, faisons le calcul. Donc, on a P de XY est égal à moins Y sur X2 plus Y2. Et Q, il faut voir l'exercice numéro 3. Et Q de XY est égal à X divisé par X2 plus Y2. On va calculer les dérivées partielles de P par rapport à Y en tout point XY et Q par rapport à X en tout point XY. Bon, c'est un calcul simple ici. Donc,
c'est une fraction rationnelle. Donc, je prends le dénominateur, je le dérive par rapport à y. Donc, j'obtiens 2y. Je multiplie par moins y, donc c'est moins 2y2, plus, moins, en vérité, c'est moins la dérivée de y, numérateur, c'est moins 1. Moins 1, c'est plus 1, multiplié par, donc, v, x2 plus y2. Donc, c'est divisé par x2 plus y2 au carré. Donc, je trouve, c'est moins 2y2 plus x2 plus y2. Donc, c'est moins y2 plus x2 divisé par x2 plus y2. Donc, la même chose ici, d rang q, c'est d rang x. Donc, je prends ce terme-là, je le dérive par rapport à x, donc je trouve 2x. Je le multiplie par x, donc je trouve 2x2, moins la dérivée de x, donc je trouve 1, multiplié par v, donc ici c'est x2 plus y2, donc est égal à 2x2 moins x2 moins y2, c'est x2 moins y2 divisé par x2 plus y2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On a le résultat, donc suivant, quel que soit xy appartenant à d, donc on a d rang p sur d rang y, au point xy, égal. Donc on a l'égalité ici, d rang q, divisé donc, sur d rang y, au point xy. Donc nous avons ici l'égalité, c'est-à-dire, ou encore, ceci est équivalent, donc, équivalent aussi, que rotationnel de f est égal aussi à 0, donc sur D. Donc on a ici le rotationnel est égal à 0, et pourtant, donc, mais, on a ici le rotationnel de f égale 0, ça n'implique pas que le champ f dérive d'un potentiel. On n'a pas l'implication. C'est-à-dire, f dérive d'un potentiel implique toujours que rotationnel de f égale 0, mais rotationnel de f égale 0 n'implique pas en général que f dérive d'un potentiel. Bon, la question importante maintenant qui se pose, donc, ça ne suffit pas, rotationnel de f égale 0 ne suffit pas pour avoir, parce que cette condition elle est plus forte que rotationnel de f égale 0. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à rotationnel de f égale 0 pour avoir l'implication? Eh bien, on va le voir dans le théorème suivant. Donc, on a écrit ici, donc, problème. Que faut-il rajouter à rotationnel de f égale 0 pour avoir le champ f d'un potentiel. C'est ça le problème. Bon, on va répondre à cette question dans le théorème qui va suivre. Donc, théorème, donc c'est le théorème, donc c'est notre théorème. C'est le théorème, donc numéro 8. Donc, c'était le théorème numéro 8. Donc, on a vu le théorème 7. Maintenant, c'est le théorème numéro 8. Donc, je vais répondre à cette question maintenant. Donc, je vais répondre à travers le théorème 8. Donc, la condition qu'on rajoute, c'est l'ensemble D. Elle va concerner l'ensemble D. Donc, il y a la condition la suivante. Soit D, donc un sous-ensemble de R2, ouvert à la condition l'inzida. Et simplement, ici, donc, simplement connexe. Bon, تكلمت قبل على المفهوم نتاع simplement connexe, نزيد نعاودها من بعد شويه نزيد نعاودها. Je vais refaire. Et grand F, donc un champ vectoriel, donc qui est égal à un champ vectoriel P et Q. Donc ici, tel que donc ici défini de
D dans R2, tel que le champ grand F, il appartient à la classe C1 de D. C1 de D. Si, quel que soit XY appartenant à D, on a des rangs Q sur des rangs X au point XY est égal à des rangs P sur des rangs Y ou encore donc rotationnel du champ F est égal à 0 sur le domaine simplement connexe D, alors, dans ce cas, le champ grand F dérive d'un potentiel. C'est-à-dire qu'il existe donc un champ scalaire F, qu'il existe F défini de D dans R, scalaire, F appartenant à C1 de D, tel que on a ici donc grand F, le champ grand F est égal à donc gradient de F sur D. Voilà donc la condition. Donc que doit remplir donc D? Bien sûr, on suppose que donc le rotationnel de F est égal à 0 sur D. Mais la condition, pour garantir que F dérive d'un potentiel, on ajoute D est simplement connexe. Dans notre contre-exemple tout à l'heure, donc on avait bien des rangs Q. Bon, je rappelle, simplement connexe, c'est quoi? C'est simple, pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête. Donc un simplement connexe, par exemple, c'est un ensemble, c'est un ensemble qui ما فيهش لي donc هذا par exemple l'ensemble هذا donc ce n'est pas un ensemble qui est simplement connexe. Donc c'est un ensemble qui est donc ما فيهش, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou dans l'ensemble. C'est-à-dire l'ensemble il n'est pas simplement connexe. Voilà, parce que je peux trouver donc une courbe qui déforme la courbe donc lorsque je déforme donc باش تولي un point لازم تخرج, elle va sortir de D. Pour un domaine qui est simplement connexe, donc نعاود نصور un domaine qui est simplement connexe, donc il n'y a pas de trou, حتى un point ما فيهش. هذا كي نحي un point, même نحي un point ما عادش يولي simplement connexe. Pourquoi? Parce que كي نحي un point, supposons هذا نحي le point هذا le point هذا je l'enlève de D, il n'appartient pas à D. Donc لازم une courbe fermée qui نديفورماها, شوف نديفورماها باش تولي le point هذا, déformer. Donc lorsqu'elle arrive au point juste تولي un point, elle va sortir de D. Donc ce n'est pas un domaine simplement connexe. Donc بصفة مختصرة, les ensembles ouverts simplement connexes, ce sont les ensembles اللي ما فيهمش, dans lesquels il n'y a pas de كيما هذا l'ensemble هذا مصوره هنا, هذا c'est un ensemble qui est simplement, on dit qu'il est simplement D هذا, simplement connexe. Par exemple, un disque, un ensemble convexe, ce qu'on appelle un ensemble convexe. Un disque, par exemple, هذا, c'est un simplement connexe. هذا, par exemple, il y a beaucoup d'ensembles qui sont simplement connexes. Par exemple, un rectangle. Un rectangle aussi, c'est un ensemble qui est simplement connexe. Il y a beaucoup d'ensembles qui sont simplement connexes. L'essentiel, c'est que c'est un ensemble connexe, mais fiche. Connexe, ça ne suffit pas. Connexe parce que هذا par exemple في rectangle نحط فيه des trous,
C'est un ensemble qui est connexe, mais il n'est pas simplement connexe. هذه الفكرة، هذه هي la condition. هذه الحقيقة زيادة. هذا الإنسان، الناس les gens qui font mathématiques ويحبوا يتوسعوا شوية ils veulent donc avoir des connaissances en plus. Donc هذه la condition donc qu'il faut avoir pour donc condition pour avoir donc champ F, il dérive d'un potentiel. Donc comme je fait contre-exemple, ça suffit pas d'avoir d rond Q sur d rond X égale, donc on vérifie pour ne pas te tromper, d rond Q sur d rond X, d rond Q, voilà, d rond Q sur d rond X. Non, voilà, je me suis trompé encore. D rond Q sur d rond X est égal à d rond Q sur d rond X ici. Voilà, je me suis trompé ici. Voilà, il faut corriger. Voilà, est égal à d rond P sur d rond Y. Voilà. Donc, le rotationnel essentiel, c'est le rotationnel. Donc, le rotationnel est égal à 0. Donc, d rond Q sur d rond X égale d rond P sur d rond Y. Ça ne suffit pas pour avoir, donc, F dérive d'un champ potentiel. F dérive d'un champ, donc, d rond Q, donc, on voit ici, d rond Q est égal à d rond P sur d rond. Très bien. Voilà. Alors, donc, la fois prochaine, Inch'Allah, on va faire d'autres exercices sur ces notions.